Et un voyage exceptionnel, historique, déploiement exceptionnel. i24 News, bien évidemment, était au cœur de la délégation du Premier ministre Naftali Bennett ici à Bahreïn. Voyage historique parce que c'est la première fois qu'un Premier ministre se rend ici, a rencontré plusieurs officiels. Il a été question de paix chaude, de paix stratégique également et de paix géopolitique, de confirmer les accords d'Abraham signés il y a 1 an et demi. Bien évidemment, il sera question dans cette émission également des violences à Jérusalem-Est et dans les territoires, reprises d'ailleurs à leur compte par toutes les factions palestiniennes, le Hamas, le Fatah en tête, la crise, comment ne pas l'évoquer, la crise en Ukraine, et puis en fin d'émission, un invité spécial depuis la République démocratique du Congo. Voilà, plus ou moins pour le programme. Et donc, on commence cette émission par ce qui s'est passé ici. 36 heures marathon de visites diplomatiques, visites politiques, visites sécuritaires également ici à Manama, la capitale du Bahreïn. Nous étions à i24 News au cœur de la délégation du Premier ministre Naftali Bennett qui a rencontré le prince héritier, le roi, des ministres des Affaires étrangères. Il a été question, comme je le disais, de paix chaude, surtout de faire en sorte que la paix ne soit pas inscrite que sur le papier, mais également entre les dirigeants et entre les populations, et surtout de stratégie défense, comment s'allier pour faire face à la menace de l'Iran. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Naftali Bennett lors de sa rencontre avec le roi du Bahreïn. I consider it a historical day. C'est un jour historique, accueillir le Premier ministre d'Israël ici à Bahreïn. En raison de sa détermination et de son leadership, ce fut une visite fructueuse et réussie dans le cadre de l'effort conjoint au profit de nos deux peuples. Merci d'être venu ici. Votre Excellence, c'est un honneur que de visiter votre superbe royaume du Bahreïn. J'admire votre courage et votre détermination à construire votre pays. Nous avons discuté de plusieurs façons de construire des liens encore plus solides pour la stabilité de nos relations dans la région. Je me réjouis de l'avenir de ce partenariat. Avec l'aide de Dieu, en hébreu c'est Bezrat Hashem, en arabe c'est Inch'Allah. Et on se retrouve donc ici à Manama, en plein cœur de la capitale du Royaume du Bahreïn, avec un invité que vous connaissez bien sur les antennes d'i24 News, le professeur de sciences politiques Arnaud Lacheret, un invité généralement de Nathalie Nagar dans son émission Conversation, bien évidemment. Il faut lui remettre cela. Alors, professeur Lacheret, en quoi cette visite du Premier ministre est si importante au niveau stratégique des deux relations ? Alors au niveau stratégique, ça paraît évident. Si on regarde la situation actuelle dans le Golfe et la pression iranienne qui se fait de plus en plus importante, il y a quasiment quotidiennement des attaques de drones, etc. en Arabie Saoudite, principalement dans l'ouest du pays. On a également eu, et ça c'est assez inquiétant, des attaques sur les Émirats arabes unis, notamment à Dubaï, qui n'étaient pas forcément liées à la venue du président israélien. D'ailleurs, il y en avait eu avant qui avaient été déjoués. Voilà, Bahreïn étant un acteur essentiel de la coalition arabe qui intervient au Yémen et étant un pays à majorité chiite, forcément, la relation à l'Iran est extrêmement compliquée et montrer les muscles avec des partenaires stratégiques forts comme Israël, c'est extrêmement important, je pense, pour le Royaume de Bahreïn. Alors, le Premier ministre l'a déclaré au cours de discours, au cours de rencontres, au cours également d'interviews avec la presse bahreïnie, cette relation stratégique forte, mais il dit également que Israël doit être un partenaire. Ce n'est pas une simple relation de paix, c'est une relation de paix chaude. Qu'est-ce qu'il entend par là, concrètement, dans les faits ? Ça paraît assez évident, c'est-à-dire qu'on est dans une situation actuellement où les États-Unis ont tendance à se retirer stratégiquement du Moyen-Orient. On se retire du Moyen-Orient et ont tendance à
j'allais dire, laisser l'Iran un peu tranquille. Autrement dit, les adversaires stratégiques de l'Iran sont obligés à un moment de faire plus que simplement faire la paix entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des transferts de technologie à faire, il y a des échanges d'informations à faire. Une sorte d'OTAN, parce que c'est le général des renseignements israéliens l'a déclaré, une sorte d'OTAN du Moyen-Orient avec les Émirats, l'Arabie Saoudite peut-être, l'Égypte, le Bahreïn. Ça semble fou? Ça semble fou, mais ça paraît complètement logique, tant les relations entre ces 4 pays, parce qu'on peut mettre l'Arabie Saoudite dedans, et Israël se sont réchauffées à grande vitesse ces 2 dernières années. C'est impressionnant, hein, réellement. La présence d'I-24 ici, la présence de Naftali Bennett ici, en est une des très nombreuses preuves. Oui, très clairement, ce serait pas un OTAN, il faut pas non plus appeler les choses par leur nom, d'autant plus que l'OTAN ne fonctionne plus très bien, mais davantage vraiment une alliance stratégique renforcée en termes de défense, avec des pays qui ont chacun leurs atouts, très clairement, chacun leurs ouvertures géographiques qui ne sont pas les mêmes et chacun leurs systèmes de renseignement qui sont également différents. Autrement dit, très clairement, je pense qu'il y a un vrai coup à jouer pour une nouvelle, un remodelage des alliances stratégiques dans le Golfe. Vous parlez des rebelles Houthis. Est-ce que le facteur risque que ces rebelles-là ont déjà visé, bien évidemment, ça on le sait, les Émirats, ont visé l'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils peuvent demain viser le Bahreïn? Et est-ce que surtout, on vient de voir l'amiral Brad Cooper de la 5e flotte américaine rentrer dans l'hôtel Four Seasons, est-ce que les Bahreïnis, les Américains sont prêts, techniquement, à recevoir des missiles? Je n'en sais strictement rien. J'ose espérer quand même que la 5e flotte est vaguement équipée pour ça. Je sais que le Royaume du Bahreïn dispose de technologies plutôt avancées, mais il est toujours bien de s'afficher avec des gens qui ont l'habitude, et c'est un drame d'Israël, de contrer ce genre d'attaque, de savoir qu'on a ce soutien-là, au moins technique, au moins stratégique. Ça peut faire aussi un petit peu réfléchir ceux qui seraient tentés d'attaquer le territoire et qui n'ont toujours pas fait, et je pense qu'il y a d'excellentes raisons à cela. Écoutez, merci professeur Lacheret. Peut-être une dernière question rapidement. Est-ce qu'on peut penser éventuellement, là Israël va participer à l'IAMX, l'exercice naval, avec plusieurs pays. Est-ce qu'on peut penser véritablement à une vraie paix, une vraie alliance stratégique entre Israël et le Bahreïn, ou elle est sur le papier? Elle n'est pas que sur le papier. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines si je ne me trompe pas, le premier attaché militaire israélien dans un pays arabe, de tout pays arabe confondu, a été nommé ici au Bahreïn. Autrement dit, cette alliance a déjà des structures. Il y a déjà des hommes et des femmes peut-être derrière cette alliance. Le patron du Mossad est venu publiquement au Bahreïn au moins 3 fois depuis les accords d'Abraham. S'il est venu publiquement, ça signifie que les contacts sont plus qu'avancés. Autrement dit, non, c'est une alliance qui existe et qui maintenant devient davantage publique. La présence de Naftali Bennett et toutes les visites qu'il va faire aujourd'hui en attestent très largement. Merci, professeur Arnaud Lacheret, d'avoir répondu à nos questions pour Défense, en plein cœur ici de Manama, la capitale du Bahreïn. Et puis nous avons pu poser la question au ministre des Affaires étrangères bahreïni sur la question de la sécurité et le poids de l'Iran dans toutes les discussions avec les officiels. Écoutez sa réponse, c'est exclusif. La sécurité est une exigence que nous devons toujours satisfaire afin de parvenir à la paix, à la stabilité et à la prospérité. Nous devons garder toujours cela à l'esprit. Merci, monsieur. Et c'est très dynamique dans Défense de Manama. Retour à Tel Aviv, direction Paris avec vous, Océane Nicole. Bonsoir. Océane, on parle des violences dans Jérusalem-Est et dans les territoires, reprises à leur compte par les factions palestiniennes. Tout à fait. Il y a le Hamas, l'organisation terroriste qui dit que les Israéliens jouent avec le feu. Il y a d'ailleurs le porte-parole du Hamas à Jérusalem qui s'est exprimé. Mathias, et pour lui, ces violences que l'on voit dans les quartiers de Jérusalem pourraient enflammer toute la région et les conséquences pourraient être, selon lui, une dynamite qui finirait par exploser devant eux, selon les mots de ce porte-parole, le Hamas qui appelle aussi tous les Palestiniens de Cisjordanie et des quartiers de Jérusalem à se mobiliser
et a participé à ces violences que l'on voit donc dans ce quartier de Sheikh Jarrah. Et puis il y a aussi le Fatah qui appelle là aussi les Palestiniens à se mobiliser et à affronter les Israéliens qui tentent, je cite, de judaïser ce quartier de Sheikh Jarrah et à expulser donc les familles de leur maison. Et on voit aussi, en plus de ces violences à Jérusalem, on voit des violences cette fois en Cisjordanie, des violences sporadiques. Et le problème, Mathias, c'est là où c'est un petit peu inquiétant, c'est qu'on se souvient qu'en mai dernier, lors de l'opération militaire qui avait opposé le Hamas et Israël, l'opération Gardien du Mur qui avait duré 11 jours, et bien c'était parti justement de ces violences de Sheikh Jarrah. Donc on espère que le scénario ne se reproduira pas. Merci Océane, restez avec nous, je reviens vers vous dans quelques instants. Je reçois mon invité Doubi Young, général de brigade de la police israélienne, expert également en contre-terrorisme et membre du think tank les Bitronistim, c'est-à-dire les sécuritaires. Première question d'abord, est-ce qu'on est sur une espèce de cocotte minute, Doubi Young, concernant les violences à Jérusalem? Est-ce que ça peut exploser à tout moment? La réponse simple est oui, mais c'est une situation qui ne diffère pas de celle qu'on a connue depuis un siècle. Nous sommes au cœur de la guerre d'indépendance israélienne et cette guerre n'est pas encore terminée. Mais la situation est aujourd'hui bien plus mauvaise que lors de la création de l'État. À l'époque, on avait ici des sionistes, des patriotes, on avait des dirigeants qui voulaient construire la terre d'Israël. Or, aujourd'hui, si on voit les choses sur le terrain, je pense qu'on a de quoi s'inquiéter. Donc, si je suis vos propos, vous êtes en train de dire que finalement, ceux qui mènent le jeu, ce sont les factions palestiniennes qui reprennent à leur compte la situation à Jérusalem-Est ? Oui, c'est très clair. Et ça n'est pas seulement à Jérusalem. Alors aujourd'hui, c'est dans le quartier Shimon HaTzadik, mais auparavant, il y avait le gardien du rempart. Ensuite, il y a eu les plantations dans le Negev. À chaque occasion qui permet de mettre le feu à la situation, ça n'est pas seulement le Hamas, c'est aussi l'autorité palestinienne. La cellule qui a été éliminée la semaine dernière, c'était une cellule très violente du Fatah, de M. Abou Mazen, de M. Mahmoud Abbas. Donc, dans ce contexte de lutte des gangs entre les groupes terroristes, cela se fait aux dépens d'Israël. Israël est très faible et il nous teste. Mais alors, quelle est la réponse? Vous dites qu'à l'époque, il y avait des sionistes et des patriotes. Aujourd'hui, il y a qui alors? Aujourd'hui, on a des post-sionistes. On voit que les institutions qui autrefois achetaient des terres, construisaient des localités, eh bien s'en prennent aux tentatives de peuplement juif. Aujourd'hui, toutes les localités dans le Negev sont limitées à 400 familles, alors que pour les Arabes, il n'y a pas de limite, ça peut être 7 000 personnes, 10 000 personnes. Et le résultat, c'est que les localités juives vieillissent, que les prix des terrains en Galilée, par exemple, eh bien, on a 1,5 million de shekels pour 0,5 hectares, alors que dans les localités arabes, on vend le même terrain pour 25 000 shekels. Oui, mais général de brigade Doubi Young, là vous parlez des associations. Benny Gantz, ministre de la Défense, Naftali Bennett, Premier ministre, et Yair Lapid, ministre des Affaires étrangères, eux ne sont pas post-sionistes quand même, on ne peut pas aller jusque-là. Tout d'abord, on peut, et je le dis, et je m'excuse de dire la vérité, telle que je la comprends après des dizaines d'années d'expérience. Ceux qui s'associent aux frères musulmans, au Hamas, et qui les intègrent au sein du gouvernement, qui leur donnent des budgets plus importants que les budgets de l'éducation et de la défense, eh bien, ceux qui font cela font en sorte que le terrain
terrain considère Mansour Abbas comme un Rothschild. Il a de l'argent, il a de l'influence. Et je vais vous dire encore une chose, et encore une fois, je m'excuse d'avance de dire la vérité, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias. Ce qui m'inquiète aussi, c'est avec les Druzes, ce qui se passe avec les Druzes. Leur mentalité, les Druzes, selon les préceptes de leur religion, doivent être avec le côté le plus fort. À partir du moment où ce camp le plus fort, il risque de se tourner vers d'autres camps, et on peut voir déjà des bourgeons d'une palestinisation chez les Druzes. Nous n'avons pas de faculté de dissuasion, nous n'avons pas envie de nous battre. Et pour autant, Dobiyong, les violences n'ont pas commencé sous ce gouvernement, elles ont commencé avant ce gouvernement. Oui, c'est tout à fait vrai. Nous rappelons dans les années 80 ce qu'a subi Rabin quand il a dit qu'il fallait leur briser les os. Il avait raison. Depuis le commencement de la première intifada, on a vu aussi une intifada à Rafah du côté égyptien. Ici, ça continue pendant très longtemps, alors qu'à Rafah, il y a eu 6 soldats avec jeep et ils ont mis fin aux émeutes après 10 minutes. Nous ne pouvons pas nous conduire à l'européenne au Proche-Orient. Alors justement, ça me permet de passer à l'autre sujet. Vous dites, vous liez l'Europe et le Proche-Orient et le Moyen-Orient. La crise en Ukraine, vous avez géré des cellules de crise pour le compte d'Israël au sein de l'OTAN. Est-ce que vous avez l'impression, et là je passe de Sheikh Jarrah, de Shimon Hatzadik du quartier de Jérusalem à la crise en Ukraine et à la Russie, est-ce que vous avez l'impression que l'OTAN est en train de perdre la main sur sa propre organisation? L'OTAN est une organisation très faible et aussi désuète. Il est contrôlé par la politique comme tous les pays. Ils ne vont pas venir en aide à l'Ukraine. Les Ukrainiens sont seuls dans le cadre de cette bataille. L'OTAN, voilà, il se part des grands propos très forts, mais il y a déjà depuis 2014 une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a rien de nouveau. La Russie, sans même déplacer un soldat, peut conquérir l'Ukraine. Il y a Novorossia, il y a des fédérations à l'intérieur, séparatistes à l'intérieur de l'Ukraine, des milices qui sont très bien armées, qui tous les jours combattent l'armée ukrainienne. Merci beaucoup, général de brigade Dobiyong. Je rappelle que vous êtes également expert en contre-terrorisme. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous reviendrez bien évidemment sur ce plateau de défense. Et je me retourne de nouveau vers Océane Nicole. Océane, nous parlions à l'instant du Proche et du Moyen-Orient. Le Hamas continue toujours de creuser des tunnels, c'est une réalité. Tout à fait, l'organisation terroriste accélérerait même la construction de ces tunnels souterrains avec l'objectif, Mathias, de traverser la barrière de sécurité construite par Israël. On se souvient, c'était en décembre dernier, Israël avait fini de construire la barrière de sécurité, ce fameux obstacle souterrain et en surface, une barrière de sécurité de 65 km. Et justement, lorsqu'ils avaient construit cette barrière de sécurité, de nombreux tunnels souterrains avaient justement été découvert. Il y a un rapport qui a été publié par l'armée israélienne ces derniers jours qui montre qu'en effet, le Hamas accélère la construction de ces tunnels. Il y a certains membres du Hamas, certains tunnels qui auraient même déjà atteint la barrière de sécurité, et de là, ils tenteraient de percer cette frontière à l'aide d'explosifs, ou aussi de tester les différents radars, les différents moyens techniques que l'armée israélienne a mis en place, justement pour voir les capacités de l'armée israélienne. Et là, les dégâts peuvent être importants puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de terroristes qui peuvent justement traverser et venir illégalement ici en Israël, et de manière souterraine, mais aussi en surface. Et on l'a vu la semaine dernière, il y a même 2 membres du Hamas qui ont emprunté justement un tunnel souterrain. Ils sont arrivés en Israël, ils ont lancé un cocktail Molotov sur un outil d'ingénierie conçu justement pour localiser ces tunnels, selon donc ce rapport de Tzahal. Et ces 2 Palestiniens sont ensuite retournés tranquillement dans la bande de Gaza. Merci pour ces précisions, Océane Nicole, et je vous retrouve, c'est chose promise, chose due, la semaine prochaine dans notre plateau à Tel Aviv.
Merci Mathias. Et mon dernier invité, comme prévu, Bertin Mubonzi. Merci, président du comité de la Commission Défense et Sécurité du Parlement en République démocratique du Congo. Merci de nous faire cet honneur de prendre de votre temps, parce que je sais que vous venez de sortir d'une réunion sécuritaire, justement, président, concernant la situation dans votre pays. D'ailleurs, que se passe-t-il en République démocratique du Congo? Je sais que vous faites face actuellement à une insurrection djihadiste au nord du pays. Bon, il faut dire que ça fait quelque temps que, effectivement, ça fait plus de 20 ans qu'il y a une guerre qui dure à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, une guerre asymétrique avec aujourd'hui de manière claire des terroristes qui sèment la terreur et qui tuent, qui massacrent les populations. Hein, mais nous sommes évidemment en train de travailler sous le leadership du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qui avait décrété l'état de siège dans la province de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu. Et toutes les institutions sont mobilisées, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement, ainsi que, disons, le gouvernement, ainsi que le président lui-même, pour que nous puissions mettre fin à cette guerre qui a tant duré. Alors, effectivement, M. Mubonzi, j'ai vu dans la presse et j'ai lu dans la presse que vous aviez demandé personnellement de réguler cette opération contre djihadistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que là signifie réguler? Non, il faut savoir que, à un certain moment au niveau de l'Assemblée nationale, au sein de la Commission Défense et Sécurité, avaient été initiées les évaluations de l'état de siège. On a eu le privilège de recevoir tous les acteurs qui interviennent, en commençant par le ministre de la Défense, celui de Finances, Budget, Justice, pour le droit de l'homme dans la région. On a eu le chef d'état-major général, mais aussi les deux gouverneurs militaires qui gèrent les deux provinces. Et donc, ça nous a donné une idée assez claire de ce qui se passe. Il y a des recommandations qui ont été remontées au niveau du gouvernement. Et nous avions tout simplement demandé, tout récemment, en insistant bien évidemment, que toutes ces recommandations soient appliquées par le gouvernement. Ça serait la meilleure façon de réorienter l'état de siège, de donner beaucoup plus du tonus et permettre que ça soit une solution par rapport à cette situation que nous voulons voir terminée, telle que le souhaite aussi, bien évidemment, toute la population, mais aussi le président de la République lui-même. Président Mubonzi, j'aimerais comprendre comment se fait-il que ces cycles ne s'arrêtent pas? C'est-à-dire, qui est derrière ces djihadistes? Écoutez, il faudrait que vous puissiez comprendre d'abord que nous sommes dans une zone minière, une zone qui facilite au fait les djihadistes. Parce qu'aussitôt qu'ils s'installent, ils exploitent illégalement le minerai. Le minerai qu'on retrouve dans toute cette partie de la République démocratique du Congo. Et ce sont ces minéraux qu'ils utilisent pour se procurer les armes. Et à cela, bien évidemment, il faut ajouter toute une mafia, un complot, et même l'implication de certains Congolais, ce qui est malheureux, dans toute cette machination qui fait que les djihadistes, ils sont un peu sur une terre favorable par rapport aux actions qu'ils sont en train de mener. Et donc, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions non seulement mettre fin à cette aventure, très mauvaise aventure, mais aussi avoir le contrôle de nos minéraux pour que ces minéraux puissent bénéficier à notre développement, mais aussi au développement de la région. C'est même pour cette raison que nous avons mutualisé nos forces avec l'Ouganda, et nous sommes aussi en train de réfléchir, bien évidemment, sur des projets de développement avec tous les pays de la région pour que nous puissions nous rassurer que ces terroristes ne vont pas poursuivre leurs exactions, non seulement en RDC. Vous aviez vu récemment, ils avaient fait un attentat au niveau de Kampala. Et donc, c'est quelque chose qui peut embraser la région. Et c'est pour ça que nous souhaitons, dans le cadre de notre diplomatie parlementaire, impliquer tous les autres pays de la région pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre ce phénomène de terrorisme. Alors, ça sera ma dernière question, Monsieur Mubonzi. Il y a fort à faire du côté de la République démocratique du Congo parce que non seulement il y a cette insurrection, mais également on lit dans la presse spécialisée, des réseaux occultes
du Hezbollah et de l'Iran qui essaieraient finalement de pénétrer à l'intérieur le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, qui est venu en Israël récemment d'ailleurs. Ça ne plaît pas à l'Iran et au réseau occulte du Hezbollah. Est-ce que vous avez des informations à nous délivrer à ce sujet ? Bon, tout ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que le chef de l'État, le président Antoine Félix Tshisekedi, non seulement il a la détermination de mettre fin à cette guerre, mais il voudrait ouvrir la République démocratique du Congo à d'autres pays amis qui peuvent nous apporter leur soutien. Et vous pouvez vous rassurer, bien évidemment, que nous avions aussi reçu ces informations-là. D'ailleurs, dans certaines régions, vous savez, il y a même des camps où on recrute des enfants et on leur enseigne même l'arabe et le Coran. Donc, vous sentez vraiment qu'il y a une nouvelle idéologie qu'on est en train de vouloir inculquer dans la population, mais aussi les recrues dans toute cette partie de la République, pour des fins que vous pouvez imaginer. Mais cela ne va pas... je ne pense pas que ça va perturber la détermination que nous avons, nous, en tant que Commission défense et sécurité, le président de la République, l'Assemblée nationale et toutes les institutions de la RDC pour poursuivre ce que nous avons commencé et voir cette aventure terminée dans un très bref délai afin de soulager la souffrance de la population de l'Ituri mais aussi du Nord Kivu. Merci, président de la Commission Défense et Sécurité du Parlement en République démocratique du Congo, Bertrand Mubonzi. Merci d'avoir répondu à nos questions. On l'a bien compris, fort à faire du côté de l'insurrection, non seulement dans le nord du pays, mais également des réseaux occultes du Hezbollah et de l'Iran. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et voilà, ce nouveau numéro de Défense est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau. Et on se quitte sur ces images, ou plutôt sur ce son, c'est historique. L'hymne national israélien, là, il va jouer au Bahreïn en honneur à la visite du Premier ministre Naftali Bennett. On écoute.